Bonjour, chers amis du Cercle Aristote, bienvenue pour un nouvel entretien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre et même d'une série de livres, parce que c'est de loin pas le seul de son auteur, que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote, Marc Rousset. Bonjour! Bonjour Nicolas, et c'est un honneur et un plaisir avec le Cercle Aristote vis-à-vis de vous-même et puis de Pierre-Yves Rougeron aussi, pour qui j'ai beaucoup de considération et d'estime. Merci beaucoup, Marc. On est ravi de vous recevoir sur la chaîne pour votre dernier livre en date, Notre faux ami l'Amérique pour une alliance avec la Russie, sorti au début d'année 2024 aux éditions Pierre Tolstoy. Vous allez pouvoir nous en parler, mais pour les gens, première question, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ou qui vous découvriraient, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Bien, très succinctement, je suis au départ bon, j'ai eu la chance d'avoir un très bon bagage universitaire, HEC, docteur d'État, Columbia, Harvard, bon, voilà. Et fort de ce, je sortais d'HEC, j'avais 21 ans et j'étudiais jusqu'à 25, 26 ans. Et je me suis lancé, comme tous les diplômés des écoles de commerce ou de business school, dans le management, c'est-à-dire dans les entreprises. Et j'étais essentiellement un directeur général, un homme d'action et un homme de redressement. C'est-à-dire que j'étais pas du tout un fonctionnel. J'ai jamais aimé les fonctionnels. Et on venait me chercher souvent pour des missions difficiles parce que j'avais un caractère de, je suis pas un courtisan pratiquant l'art de plaire. Voilà pour me, et puis je me suis lancé dans des premiers écrits avec Raymond Barre, avec Alain Perfit. J'étais toujours en activité à l'époque. Et puis, lorsqu'est arrivé l'âge de la retraite, je suis devenu un véritable géopoliticien. Je dis ça avec humilité et en écrivant alors plusieurs livres que a posteriori, parce que cela s'est fait toujours d'une façon inconsciente, il y avait un axe qui était l'anti-américanisme, qui a commencé lorsque le général de Gaulle m'a envoyé au Québec. Ça a été un instinct de, disons, de compassion avec les Québécois, parce que je me retrouvais minoritaire, et à l'époque, en 70, c'était un peuple qui combattait pour sa langue. Euh, et puis ensuite, ben, c'était par conviction personnelle, mais d'une façon tout à fait inconsciente. Lorsqu'on voit la succession de mes titres, par exemple, j'ai écrit La Nouvelle Europe de Charlemagne au retour de l'Advanced Management Programme de Harvard. J'ai écrit Les Euroricains après avec Yvon Gattaz. Les Euroricains, ça veut déjà tout dire. La Nouvelle Europe, Paris-Berlin-Moscou, c'était déjà le désir de se rapprocher de la Russie, avec l'idée aussi de s'opposer au monde américain. Mon dernier ouvrage, j'en ai écrit un qui a été un ouvrage très intellectuel, très littéraire, qui était Adieu l'argent roi, place aux héros européens. Ça, c'était une parenthèse. Mon dernier ouvrage était aussi avait un sous-titre, c'était Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie. Et le dernier, c'est une sorte de synthèse d'une pensée c'est 20 ans de travail, 20 ans de réflexion, qui était essentiellement très tournée vers l'Europe, et avec aussi cette obsession, un cri du cœur patriotique, une réflexion d'instinct de survie, de défense de ma langue, de mon pays, de ma civilisation, et que je pense, avoir réussi à synthétiser dans un ouvrage en m'inspirant de l'ami américain, puisque je l'ai institué le faux ami américain. Et ce livre est quand même actuellement numéro un des ventes sur Amazon, alors que j'ai tout le système contre moi, aucun article dans les grands médias. Et malgré tout, il suffit d'une émission qui fasse un peu de bruit et hop, je repasse numéro un instantanément sur Amazon, catégorie Histoire de la Russie.
Oui, bien entendu, hein, sur Amazon, vous savez, c'est par catégorie. Donc, sur cette catégorie spécifique, effectivement, vous avez de très très bons résultats. On est ravis de vous recevoir. Alors, pour justement parler plus en avant de ce livre, notre faux ami l'Amérique pour une alliance avec la Russie, quel est le postulat de base? Parce que là, on va pas tout dire, tout ce qu'il y a dans le livre, hein, on laissera les gens le découvrir, hein, pour ceux qui seraient intéressés par cette thématique. Mais voilà, pour un peu faire voilà, le résumé, en tout cas le prémisse du bouquin, quel est le postulat de base, justement? Vous avez dit que c'est une synthèse de 20 ans de réflexion. Quel est le postulat qu'il y a derrière cet ouvrage? Alors, c'est le titre de la conclusion. C'est si nous continuons, enfin, c'est être américain ou devenir américain, ce que nous sommes en train de devenir, si nous continuons comme ça, ou rester européen si nous nous allions avec la Russie. Pour moi, c'est une certitude. Euh, Évidemment, c'est à nous de nous sauver nous-mêmes, puisque nous sommes sous protectorat américain. Nous perdons vraiment notre langue. Les Français ne s'en rendent pas compte, mais actuellement, le français est vraiment très menacé, ne serait-ce que par les dernières, enfin la trahison de notre président qui a aidé von der Leyen à imposer l'anglais américain à Bruxelles. Donc c'est la conclusion, c'est être ou ne pas être, hein, de Shakespeare. Hein, c'est est-ce qu'on doit rester européen ou devenir américain. Ça c'est l'idée de base. Et le titre aussi, pour une fois, j'ai réussi à faire un ouvrage pas trop long parce que j'ai réussi à faire une synthèse en mettant l'essentiel des arguments. Ou le titre 1 du livre, c'était pourquoi finalement l'Amérique présente énormément d'inconvénients en décrivant son impérialisme, en abordant énormément de sujets économiques, politiques, de défense, linguistiques. Et puis le titre 2, très simple, puisque je préconise une alliance avec la Russie, pourquoi il importe de s'allier avec la Russie, qui fait que tout ça, ça représente à peu près, ça fait 32 chapitres, avec une introduction courte, volontairement, une conclusion un peu plus étayée, un peu plus philosophique, c'est-à-dire une sorte d'envolée à la fin sur justement où nous allons, en invoquant pas mal d'auteurs, de façon à élever le débat, après une étude très analytique, très précise, en de nombreux chapitres, très argumentée, avec de nombreuses références. Alors justement, on va parler de 3 pays, hein, dans cette interview. On va parler évidemment de la France, des États-Unis et de la Russie. On va commencer avec le second, si vous le voulez bien, puisque ça représente justement la première partie, hein, du livre, justement, notre faux ami l'Amérique. J'aimerais avoir votre regard maintenant, vu que vous êtes beaucoup plus âgé que moi et beaucoup plus âgé et expérimenté que la plupart des gens qui vont regarder Malheureusement. cette interview. Justement, quand vous étiez jeune, le chef d'État de l'État n'était pas Emmanuel Macron, mais était le Charles de Gaulle. Donc, on peut imaginer le J'ai connu. décalage. On peut imaginer le décalage pour les jeunes d'aujourd'hui, ou les gens, on va dire, actifs, donc les gens de notre âge, avec Pierre-Yves et les d'autres membres du cercle Aristote. Pour en venir à cette question, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, en 2024, cette fin d'empire américain, donc c'est-à-dire décliniste, mais en même temps agressif, mais en même temps passéiste, mais en même temps qui s'écrose de l'intérieur, mais en même temps qui fait des guerres à l'extérieur. Votre regard sur cette évolution, au 21e siècle de l'Empire américain? Bien, l'Amérique dont on a rêvé, que j'ai connue jeune, hein, et je me rappelle lorsque je voulais à l'époque donc aller dans les universités américaines, puisque je faisais ma coopération à Québec, je suis allé dans les universités américaines après ma coopération au Canada. Et lorsque je suis rentré aux États-Unis, on était encore même dans les années, oui, c'était dans les années 70. On avait vraiment, je dis ça avec humilité, enfin, ou peut-être même, c'est une erreur de ma personnalité, mais je me rappelle lorsque j'ai passé la frontière Canada-États-Unis, je rentrais dans les lieux saints, n'est-ce pas? C'était l'Amérique avec tout ce qu'elle comporte, et puis Columbia, Harvard, les business schools, moi qui sortais d'HEC, bon, il fallait absolument passer par là si on voulait avoir le minimum de, voilà. Alors j'y tenais non pas par mon cœur, mais parce que je sentais que c'était mon intérêt professionnel de passer par ce moule américain.
Donc c'était, mais en fait, c'était l'Amérique des années 50, 60, 70, qui était une Amérique conservatrice, une Amérique que l'on pouvait respecter. C'était une Amérique où les pères encore avaient fait quand même une guerre assez digne. Hein, en 45, ils avaient fait la guerre de Corée, bon, ils avaient fait la deuxième guerre mondiale. Et puis, cette Amérique, petit à petit, elle a évolué civilisationnellement. L'individualisme a pris le dessus, le consumérisme, l'hédonisme, des valeurs que nous connaissons actuelles, hein, la fameuse cancel culture, le wokisme, tout cela. Ce qui fait que cette Amérique que j'ai respectée, dont j'ai rêvé dans ma jeunesse, qui m'a fait rêver avec le rock and roll et tout ça, aujourd'hui je la combats. Il y a une forme de, je la considère comme, j'ai employé le terme notre faux ami, mais dans mon cœur c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est l'ennemi dont on n'est pas conscient. C'est-à-dire c'est un ennemi qui est même c'est très dangereux, hein, parce que je commence d'ailleurs mon introduction sur ce thème. Quel est le propre du géopoliticien, hein, si on se réfère à, à Julian Freud, pour ne pas nommer, ou, ou à Carl Schmitt, n'est-ce pas? Le propre du géopoliticien, c'est de définir l'ennemi. Or, j'estime que j'ai dû justement prendre des précautions compte tenu de l'image que nous avons depuis cette Amérique, depuis sa création en 1776. Mais pour moi, les choses sont claires. C'est un ennemi économique, culturel. Alors, il ne veut pas nous détruire militairement, mais il veut nous détruire économiquement et culturellement. Voilà. Il faut savoir que l'Amérique traite ses ennemis pour les détruire économiquement et culturellement. Et ses ennemis, elle les combat frontalement. Alors, cette Amérique, donc, elle a évolué, et puis elle n'a pas évolué en bien. Elle a évolué vers la décadence. Alors qu'on peut considérer que dans les années 50, 60, elle était encore blanche, et c'était. Il y a quelqu'un, je crois que c'est son nom va me revenir, qui a dit une chose très juste, hein, jusque dans les années 50, 60, où on avait l'image, l'Amérique, finalement, c'était un sous-produit de la civilisation européenne, n'est-ce pas? Or, nous, aujourd'hui, nous sommes devenus un sous-produit de la civilisation américaine. C'est ça qu'il faut voir. Et, une civilisation américaine qui représente l'Occident, parce que dans mon esprit, l'Occident, ça n'existe pas. L'Occident, c'est tout simplement l'Empire américain, lorsqu'on réfléchit. Voilà. Et donc, tout ce que l'on nous vend comme valeur accidentale, c'est le fameux le PNAC, hein, le PNAC, le Project for the New American Century. C'est le propre de ce projet des néoconservateurs, c'est de nous faire avaler toutes ces valeurs décadentes. Et, l'Amérique restant finalement la seule puissance, il y a qu'elle qui a le droit de garder des armes et être la puissance militaire dominante dans le monde. Les autres, ils ont le droit plus d'une chose, c'est de s'incliner, de leur ouvrir leur marché et d'introduire au nom d'une idéologie droit de l'homiste, mais qui est officiellement, il suffit de lire ce fameux projet, le nouveau projet pour le siècle américain, qui est un projet d'impérialisme américain. Voilà. Donc, ce qui fait que ce qu'on appelle néoconservatisme, où on trouve aussi bien des républicains que des démocrates, d'ailleurs, ce sont en fait tous les gens qui rêvent, au nom d'une idéologie droit de l'homisme, au nom d'une idéologie de qui va plus loin que les droits de l'homme, hein, puisque maintenant on en arrive à ces wokismes, à cette cancel culture, qui elle-même est d'ailleurs combattue à l'intérieur des États-Unis. Hein. Eh bien, on en arrive à ce paradoxe, c'est que pour moi, je pense profondément, nous en arrivons d'ailleurs à la guerre qui a lieu en Ukraine. Lorsqu'on réfléchit, c'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est la guerre de la Russie qui représente l'Occident, l'Europe, pardon, contre l'Ukraine qui représente les valeurs occidentales de l'Amérique. Donc, nous sommes dans ce schéma.
où qui est un schéma décadent, qui pousse les gens à ne. Bon, on voit ce qui se passe en Russie, n'est-ce pas, qui est l'anti-système, ne plus avoir d'enfants, la jouissance, l'hédonisme, tout ça étant institutionnalisé et allant de plus en plus loin quant aux valeurs sociétales décadentes, n'est-ce pas, euh, qui sont institutionnalisées pratiquement et qui deviennent un standard, ce qui est quand même une. Et chaque fois que l'Amérique s'installe dans un pays, elle essaye, ce qui est une grande erreur d'ailleurs, de vouloir mettre en place ces valeurs décadentes, c'est-à-dire en particulier les valeurs LGBT. Voilà. Oui, ben, ça, on l'a bien vu, ça a été documenté. Alors justement, maintenant que vous avez, l'ennemi a été nommé, enfin le faux ami, que vous dites l'ennemi a été nommé, passons justement à la deuxième partie, et la partie vraiment qui, moi, en tout cas, m'intrigue le plus, en tout cas dans ce titre, c'est pour une alliance avec la Russie, donc alliance de la France et éventuellement d'autres nations européennes, mais surtout, ben, là, vous parlez de la France avec la Russie. Alors, il y a deux questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez si possible. Premièrement, qu'est-ce qu'il faudrait en France, parce qu'on va parler des deux points de vue, en France pour que, comment ça se passerait pour qu'une alliance avec la Russie puisse voir progressivement le jour. Et deuxièmement, comment est-ce que ça se mettrait en place concrètement, de quel type d'alliance, de quel type de partenariat on parle. Est-ce que vous avez justement, j'imagine que dans la deuxième partie de l'ouvrage, vous avez commencé à réfléchir, à esquisser des traits pour savoir comment ça se passe. Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, ça nous Oui. intéresse. Alors, le comment, je ne l'ai pas approfondi dans l'ouvrage. J'ai approfondi les idées, mais je suis à même, bien évidemment, de répondre à votre question. Euh, pour moi, si on veut se rapprocher effectivement de la Russie, ça ne peut passer que par la prise du pouvoir par des mouvements qui sont essentiellement d'essence patriotique. Euh, et encore aujourd'hui, on voit bien aujourd'hui que les gens qui défendent du côté dans, le, dans les mouvements patriotes, il y a une petite partie des patriotes européens, français, allemands, qui sont sincères et qui, eux, à tort, voient en Ukraine une nation qui se défend contre l'indépendance et qui défendent l'Ukraine. Mais dans leur majorité, quand même, les mouvements patriotes européens ont compris que vraiment euh, la Russie mène une guerre juste euh, suite, suite à l'agression qu'elle subit depuis la chute du mur de Berlin. Mais je ne perds pas le fil de votre question. Donc, pour moi, tout passe d'abord par une prise de conscience, c'est-à-dire quelques intellectuels. Hein, et je pense que de ce point de vue-là, je suis en avant-garde, parce que je pense que personne a fait encore ce travail intellectuel qui est très simple, hein, qui est un Ouest européen qui regarde à l'Ouest, vers l'Amérique, et dit, bon, qu'est-ce qu'elle nous amène, cette Amérique, et puis ensuite il se retourne vers l'Est et dit, qui fait le point avec la Russie. Donc ça passe par une prise de conscience, hein, Gramsci, hein, le pouvoir des idées, et j'espère que mon livre y contribuera. Sachez aussi, je tiens à le dire confidentiellement, mais que l'ouvrage va être édité en Russie probablement à la fin de l'année, et que j'ai l'intention de faire un événement médiatique à Moscou, hein, avec des gens, avec la participation, pourquoi pas, de mon préfacier Piotr Tolstoï, Dugin ou des gens de ce style-là, et d'inviter beaucoup de journalistes étrangers. Alors, d'abord, le mouvement des idées, euh, mon ouvrage, et d'autres, je ne suis pas le seul sur cette planète, heureusement ou malheureusement. Et puis ensuite, eh bien, il sera non seulement le monde des idées, mais il faudra qu'à un moment donné, il y ait une prise de pouvoir politique, c'est-à-dire un mouvement patriotique qui aura compris, parce que les gens parlent du mouvement national, le Rassemblement national, ils ont peut-être pas très très bien compris le message pour l'instant, ou alors ils s'abstiennent de faire part de leurs opinions. Mais enfin, ils seront certainement beaucoup plus ouverts vis-à-vis de la Russie que tous les partis de droite, centristes, même les gens LR.
Donc ça passe ensuite par la prise du pouvoir et d'infléchir, de changer complètement la, la stratégie diplomatique. Alors ça, c'est vrai pour la France, mais j'ai un autre exemple à vous donner qui est fondamental, et ça répond aussi à votre question, et ça, c'est peut-être encore plus important, parce que mon combat, il est pour la France, mais il est aussi pour la situation européenne. Et le centre de gravité, il y a un pays qui joue un rôle très important, on ne peut pas le nier, c'est l'Allemagne. Or, en Allemagne, les Allemands, dont une partie sont des anciens Allemands de l'Est, n'est-ce pas, euh, qui ont connu, sont beaucoup moins anti-russes que la moyenne de la population allemande. Et puis, vous avez surtout un parti qui s'appelle l'AfD et qui, lui, a ouvert les yeux très tôt. Je le cite dans mon ouvrage, j'ai un garçon que j'estime très intelligent, je pourrais signer tous ses écrits pratiquement, qui s'appelle Maximilien Krah. Lorsqu'on le lit, c'est vraiment un De Gaulle allemand, ce garçon. C'est-à-dire, vraiment, il veut, l'homme aussi comme Oscar Lafontaine, sont des gens qui veulent le rapprochement avec la France, ils voudraient, tout au moins dans leurs écrits, hein, mettre en place une défense européenne, s'éloigner des États-Unis, enfin, tout ce que je préconise, toute ma pensée, je la retrouve chez Maximilien Krah. Je dis ça avec humilité, quoi. On est absolument exactement dans la même idée. J'avais retrouvé également, je le cite aussi dans mon ouvrage, avec Oscar Lafontaine. Là, par contre, Sarah Wagenknecht, bon, sa pensée économique, là, je m'éloigne très fortement d'elle, mais son combat pour l'immigration et son désir de se rapprocher à la Russie, ce sont aussi des choses qui comptent, d'autant plus que Madame Sarah Wagenknecht, comme vous savez peut-être, est la femme d'Oscar Lafontaine. Donc, ça passera ensuite donc par le changement de politique réelle. Ça passera aussi par le changement de politique de l'Union européenne, n'est-ce pas? Il faut la faire évoluer, cette Union européenne. Alors comment le plus possible par l'intérieur, et puis si un jour même la quitter si nécessaire, hein. Le combat passera aussi, la première chose à faire pour se rapprocher de la Russie d'une façon pratique, ce sera de quitter l'OTAN. Ça, c'est la première chose à faire, ça c'est sûr. Et puis, je suis très pragmatique. Ça passera par donner l'exemple, parce que beaucoup d'intellectuels cherchent à mettre en place des schémas de construction d'une confédération européenne, tout ça, c'est possible. Mais moi, je suis un pragmatique qui veut aller de l'avant. Et je pense que la première chose à faire, le premier État, la première puissance européenne qui signalera le début de la délivrance de l'Europe, j'espère que ce sera la France, le jour où elle décidera de quitter l'OTAN. Et ensuite, de faire tout son possible si nos dirigeants ont l'intelligence du général de Gaulle ou suivent ce qui est écrit dans mon ouvrage, c'est de se rapprocher de la Russie sur le plan économique, sur le plan militaire, une petite collaboration tout ce que j'ai décrit dans le spatial, dans certaines industries, voilà, d'opérer un premier rapprochement pragmatique avec la Russie, étant entendu que si on doit quitter le protectorat américain, au début, ne serait-ce pour des raisons économiques, le pays risque de beaucoup souffrir. On peut même avoir des problèmes avec l'Union européenne. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faudra passer bon, un jour ou l'autre, il faudra quitter l'euro, un jour ou l'autre, cette Union européenne, il faudra soit la quitter, soit la réformer, et puis se rapprocher de la Russie. Alors, comment ça se passera? Alors, ça, il faut être très. On ne peut pas être devin, hein, mais et bien évidemment, ça ne peut passer que par les idées et par des hommes politiques qui un jour reprendront le pouvoir. Il ne s'agit pas de voir les choses autrement. Ensuite, qu'est-ce que l'on construira effectivement? Je dis bien, on ne va pas attendre de monter un schéma parfait
avant de se rapprocher de la Russie. Moi, je dis qu'au contraire, pragmatiquement, dès que nous serons quitté l'OTAN, la France devra absolument, si c'est elle, l'État qui... L'Allemagne peut un jour, paradoxalement, virer kazakh et peut-être aussi, elle a montré souvent dans l'histoire, hein, n'oublions pas le traité de, vous savez, comment ça s'appelle, Ratello, le fameux traité en 19, Rapallo, hein, dans les années 1920. L'Allemagne lorsqu'elle sait que son intérêt est en jeu, or elle a vraiment, sur le plan économique, c'est elle qui est la première intéressée à tourner kazakh, elle peut des fois éventuellement précéder la France. Voilà. Justement, bah, dernier point, parce que là on a parlé du point de vue européen, on a évidemment parlé de ce qui se passe aux États-Unis, on va aborder le dernier point, c'est justement le point de vue de la Russie, puisque quelque part, on le sait, durant les années 2000, depuis les réformes et depuis sa prise de pouvoir, Vladimir Poutine n'a pas arrêté dans les années 2000 de tendre la main, notamment via son ami Gerhard Schröder, à l'Allemagne, à la France. Il a reçu de nombreuses fois le clan Le Pen, il avait reçu Sarkozy, il avait reçu Fillon, il avait reçu ce genre de personnes. Mais à force de se faire cracher dessus, est-ce que la main s'est refermée et il s'est tourné vers d'autres alliances, l'Inde, la Chine, certains pays du Golfe, l'Iran, etc. etc. Qu'est-ce qui vous ferait dire et qu'est-ce qui serait possible pour eux? Enfin, quelle serait... Il y a deux questions avec la Russie et je vais terminer par ça. Premièrement, quel serait l'intérêt de la Russie de justement de réouvrir les discussions et de se réconcilier avec des pays qui lui ont tellement craché dessus ces dernières années, j'ai envie de dire. Et deuxièmement, donc quel est son intérêt et on va dire comment ça se goupillerait entre aujourd'hui une frontière quasiment de sang hein, qui s'est fait entre les deux pays. Enfin, il faut se mettre aussi à la place de la Russie et vu que vous le connaissez bien, ce contexte, quel est votre point de vue là-dessus? Oui, alors pour moi, j'ai une certaine empathie, je dirais même sympathie pour Poutine, hein, mais je suis pas du tout un poutinolâtre inconscient. Mais je comprends l'homme, hein, je comprends très très bien l'homme et je dis bien tout ce qu'il fait. J'avais d'ailleurs même anticipé avant même qu'il intervienne en Russie, puisque j'avais dit si Monsieur Poutine n'a pas le courage d'intervenir en Russie, pour moi, militairement, ce sera plus un grand homme d'État. Poutine, lui, c'est un Européen convaincu. Je suis prêt à mettre ma tête sur le billot lorsque je dis ça. C'est un homme de Saint-Pétersbourg, et c'est nous, d'ailleurs Hélène Karamandankos l'a dit, c'est nous qui avons tout simplement jeté la Russie dans les bras de la Chine. Les choses sont très claires. N'oublions pas que Gorbatchev avait dit à Madame euh, Thatcher, de façon très claire, Madame, et c'était pas du tout un naïf, Gorbatchev. Simplement, ce sont les Européens qui sont des véritables imbéciles et qui n'ont pas su se dégager de l'emprise américaine, ce qui est tout à fait différent. Il avait dit, Madame, ce que je souhaite, c'est que l'Europe devienne une maison commune et ne devienne pas un théâtre d'opérations militaires. L'homme, vous voyez, or, qu'est-ce qu'on voit bien ce que nous avons aujourd'hui. Donc les Russes, depuis 90, ça commence avec Gorbatchev, même Poutine, il était prêt à tout faire. Il a même été très déçu lui-même, qui est quand même pas il est assez rusé, c'est un homme du KGB. Il a même reconnu s'être fait rouler dans la farine par Merkel et Hollande, n'est-ce pas, qui n'ont, avec le non-respect des accords de Minsk. Donc, dans leur cœur, les Russes euh, sont prêts c'est leur intérêt. D'autant plus que ce projet que je défends, ce rapprochement, lorsqu'on réfléchit, et c'est ce que je dirais d'ailleurs, Urbi et Torbi, de vive voix à Moscou prochainement, c'est pas du tout une alliance artificielle, c'est quelque chose de très profond. C'est de faire une alliance, ce continent américain, c'est rétablir la civilisation européenne sur un continent qui va de Brest à Vladivostok. C'est quelque chose de très profond. C'est la civilisation européenne, comme il y a le monde indien, la civilisation arabe, etc., n'est-ce pas? C'est les deux poumons chrétiens, la religion orthodoxe et la religion catholique romaine. euh, Ce sont deux continents qui se battent, qui ont un avenir commun. Nous sommes coupés de l'Amérique parce qu'il y a l'océan Atlantique. L'Amérique
est notre voisin. Et nous, Européens, nous devons, de l'Ouest, nous devons nous considérer comme l'interland de la Russie pour aider à garder, à ce que la Russie garde son contrôle sur la Sibérie. C'est ça l'enjeu du XXIe siècle du monde européen. Que nous n'ayons pas les Chinois à l'Oural, si on a les Chinois à l'Oural, ou s'ils avaient tout l'islam de l'Asie centrale qui arrive à Stavropol, qui était le point de départ de la colonisation russe au XIXe siècle, n'est-ce pas? Ce serait une catastrophe civilisationnelle pour l'Europe aussi grave que la prise de Byzance par les Turcs en 1453. Voilà. Donc, je suis fondamentalement persuadé que les Russes reviendront vers nous, même s'ils ont été très déçus. La seule chose, c'est que momentanément, il faut mettre un petit bémol, il s'agit d'être conscient de ce qu'on raconte, puisqu'on est en pleine guerre en Ukraine, ils font la guerre avec l'aide de la Chine, qui est une aide indispensable, et quelqu'un avait dit d'une façon très claire, très intelligente, j'ai plus son nom, en fait, ce sont deux alliés obligés, la Chine et la Russie, par les temps qui courent. Mais la véritable alliance de cœur, ce qu'elle voulait au départ, et j'ai d'ailleurs une citation extraordinaire à vous faire à ce sujet, qui est quand même un article qui a été écrit en 1954 et que je cite dans mon livre par l'amiral Castex, n'est-ce pas, et qui avait cité ces mots qui étaient le point de départ de son article, vous connaissez peut-être, n'est-ce pas, la Russie bouclier à l'est par rapport à la Chine. Et il citait deux mots pour répondre à vos autres questions, mais il avait dit ce truc très très profond. Molotov qui s'était rapproché de Sir Anthony Eden, qui était le ministre des Affaires étrangères britannique de l'époque, et Eden, il avait fait cette confidence au ministre des Affaires étrangères anglais en disant, vous savez, eux, en parlant des Chinois, ils ne pensent pas comme nous. Nous. Et alors, l'amiral Castex qui a dit, voyez-vous, ce nous, il avait fait un article avec un sentiment prémonitoire, ça montre que les Russes sont véritablement des Européens de cœur, et même du temps de l'URSS et de Molotov, puisqu'à l'époque, c'était, je crois, oui, c'était Molotov qui était ministre des Affaires étrangères lorsqu'il avait rencontré Sir Anthony Eden en 1954 à Genève. Eh ben, c'est un magnifique programme. Bah, évidemment, pour l'instant, tout cela est mis un peu entre parenthèses, comme vous l'avez dit, à cause du conflit ukrainien. Mais nul doute que ben, non seulement on suivra, Marc Rousset, vos pérégrinations du côté de Moscou pour la présentation de votre ouvrage en russe, on se réjouit de voir ça. Et puis, ben, je rappelle le titre de votre ouvrage, Notre faux ami américain pour une alliance avec la Russie, trouvable en librairie, trouvable sur Amazon ou en ligne, bien évidemment. Et puis, vous pourrez retrouver Marc sur différents médias Et alternatifs sur les... préfacé par Piotr Tolstoï, je tiens à insister, hein, avec Oui, une oui, bien préface sûr. de Et on est très content. Merci beaucoup, Marc, d'être venu pendant cette demi-heure sur la chaîne Merci YouTube de... Nicolas, et merci à Pierre-Yves Augeron, et merci à vous pour avoir bien voulu m'interviewer. Mais c'est Un grand avec... merci de tout cœur. merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Marc, c'était avec grand plaisir. Et puis, chers amis, chers spectateurs, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos et de prochaines analyses et de prochaines présentations d'ouvrages sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. À bientôt. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.